Bonjour à toutes et tous. Interview gérée par Michael Sala avec Marc Domizio sur les clones et les opérations de la Marine Noire, à Diego Garcia. Après que Marc Domizio ait demandé à rejoindre l'US Navy en 1981, une chaîne d'événements s'est enclenchée et il a été contraint de s'engager pour une période de 2 ans dans un programme hautement confidentiel géré par la Marine Noire. Dans le cadre de ce programme, des clones de lui ont été créés et animés avec une partie de sa conscience, un fragment d'âme. Il affirme qu'il a ensuite été emmené sur la base navale de Diego Garcia, où il a été impliqué dans des missions d'enlèvement et d'assassinat. Lorsqu'il a refusé d'assassiner une cible, comme on le lui avait demandé, il a été placé dans une prison souterraine et torturé pendant 1 an. Il a ensuite été emmené dans l'installation souterraine de Dulce, au Nouveau-Mexique, où il a été examiné par des extraterrestres gris pendant 2 semaines. Et il a vu de nombreux autres prisonniers humains détenus dans des cages dans les niveaux inférieurs de l'installation. Marc Domizio a été en mesure d'identifier les principales caractéristiques de la base navale de Diego Garcia et de la base souterraine de Dulce, au Nouveau-Mexique, à l'appui de son récit. Les expériences qu'il a vécues à Dulce correspondent au rapport des témoins sur les conditions de vie dans l'installation souterraine subie par les survivants. Il croit que son épreuve faisait partie d'une opération d'infiltration menée par une civilisation galactique de dimension supérieure afin de recueillir des données sur les conditions dans les programmes terrestres classifiés qui seront finalement exposés, conduisant à la pleine responsabilité de tous les humains et extraterrestres complices des abus menés dans de tels programmes. Michael. J'ai le plaisir de t'accueillir, Marc, sur Exopolitique. Bienvenue à toi. Tu as une histoire fascinante et aussi une histoire profondément traumatisante. Et je sais que comme beaucoup de gens qui ont vécu ces expériences, vous voyez beaucoup de choses et vous vivez beaucoup de choses. Nous attendons toujours avec impatience le partage de l'information. Mais c'est aussi un souvenir très traumatisant pour les gens, et dans votre cas, surtout avec le genre d'expérience que vous avez vécu. Comment as-tu été impliqué dans ce travail dans la Marine Noire et comment avez-vous été stationné pendant un certain temps à Diego Garcia? Marc. Oui, l'été 1981, j'avais passé un test de la marine et j'envisageais d'entrer dans la marine. Je leur ai dit que je voulais pouvoir passer le test, donc les forces spéciales de la marine, dès la sortie du camp d'entraînement. J'avais une formation de base, je voulais que ce soit écrit, mais ça n'a pas marché. Le recruteur m'a contacté et m'a dit qu'il pouvait me donner le test physique que je devais passer par écrit. Et que je pouvais m'entraîner par moi-même. Alors, je me suis entraînée pendant quelques mois. J'avais des nouvelles de lui toutes les semaines pour savoir si j'étais prêt. Et après environ, je dirais 2 mois, j'ai obtenu un travail que j'aimais vraiment. Donc, j'ai décidé de ne pas m'engager dans la Navy. Je l'ai contacté à ce moment-là pour lui dire que je n'étais plus intéressée. Il n'était pas très enthousiaste, il était très en colère et je lui ai simplement dit de ne plus m'appeler. Marc. Quel était le sujet du test? Était-ce une sorte de test d'aptitude, d'intelligence, de performance? Marc. Il m'avait dit que j'avais très bien réussi, mais d'après ce que j'ai appris des autres, il y a en fait un test dans le test. Il vous teste d'abord pour d'autres choses qu'il vous demande vraiment. Il y a un test psychologique caché dans le test que j'ai passé. Il a juste dit que j'avais bien réussi les tests à ce moment-là. Il n'a pas vraiment donné de détails, mais après les 2 mois,
Il m'a appelé une nuit et m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait me rencontrer. Il pense que tu es spécial, me dit-il. Il a vu tes résultats au test. Peux-tu venir à ce bar local pour le rencontrer? Alors, j'y suis allée. J'ai marché jusqu'au bar, à moins d'1 kilomètre, et j'ai rencontré le recruteur et un autre gars qui était habillé d'une vareuse de la marine noire, avec du noir en dessous, sans aucune marque militaire. Le recruteur avait son uniforme. Alors je suis entrée dans le bar, je les ai rencontrés, on a parlé. Le gars essayait juste de me pousser à aller avec lui tout de suite. C'est ce qu'il faisait. Il se moquait. « Où vis-tu? Tu n'as pas de voiture ?» Et tout ce genre de choses. Il m'intimidait et le bar était bondé. Je connaissais les gens qui étaient assis derrière lui. Je connaissais le barman. Alors j'ai fini par lui dire qu'on commençait à se disputer. Et le recruteur s'est levé pour aller me chercher une bière. Et quand il est revenu, on était toujours en train de se disputer. Et j'ai dit, bon, allez, allons-y, on peut aller dehors et parler. Parce que je connaissais beaucoup de gens et que je me sentais mal à l'aise. J'ai bu la bière, on est sorti. On est monté dans leur van. Il y avait des chaises de capitaine à l'arrière de la camionnette. Je me suis assis dans l'une d'elles. Et en moins d'1 minute, j'ai commencé à sentir la drogue qu'ils avaient mise dans ma bière. Et je suis tombée du siège. Il a sorti un bloc-notes avec des papiers dessus et il m'a dit de signer. Il a dit de m'engager pour 2 ans. Tu sais, tu ne voudras jamais revenir. Tu vivras l'expérience d'une vie et personne ne saura que tu es parti. Alors j'ai signé ce papier et ensuite... Mon prochain souvenir est d'être sur le siège avant d'une voiture avec ce type. Je l'appelais Bill. J'ai découvert plus tard son nom, c'était le capitaine William McKinney. C'est ce qui était sur son badge. Je me suis réveillée dans sa voiture et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des panneaux pour Camden. J'étais donc partie de Pennsylvanie. Moi, j'habitais dans une ville appelée Malvern, en Pennsylvanie. On a roulé pendant 15 minutes. Plus tard, il est entré dans un centre médical. Il y avait juste écrit Camden Medical Center, je crois. C'était un mur de briques. Nous avons franchi le portail. Il y avait un garde de sécurité. Nous avons franchi le portail. Et il s'est arrêté devant ce que je suppose être le centre médical. Il a montré une porte, m'a dit qu'il avait besoin de savoir si j'étais vraiment intéressée par ça, si j'allais vraiment le faire. Et il avait besoin de me voir passer cette porte par moi-même et dire à l'infirmière à l'intérieur le nom, et il saurait quoi faire. Et je le verrai après la formation de base. Michael, vous souvenez-vous de ce qu'il y avait sur les papiers que vous avez signés? Marc, non, rien. Je l'ai juste signé. Michael. Et ce capitaine William McKinney, vous avez essayé de le retrouver? Marc. Oui, j'ai fait une recherche l'année dernière avec un marin des forces spéciales et je n'ai trouvé son nom nulle part. Michael. Qu'est-ce que c'est la Marine Noire? Marc. Le groupe dans lequel j'étais s'appelait la Marine Noire. Je pense que c'est une ramification. Ils ont eu des interactions avec la marine. Très certainement, c'était surtout géré par les Allemands. Au sommet, ils étaient en charge. Il y avait un commandant, puis il y avait la marine. Et on pouvait voir la Marine Noire ainsi que les gens du programme spatial secret. Michael. Ok. La première fois que j'ai rencontré ce terme « marine noire », c'était en 2009 ou 2010. C'était le lieutenant-colonel Wendell Stevens qui avait en fait trouvé une de ces marines noires. Il travaillait pour le programme de la Navy et ensuite il a été passé, comme ils appellent, au Ship Deep, le bain de déparasitage. Son identité a été supprimée, les dossiers publics supprimés, il a été mis dans des escouades d'assassinat et il a opéré depuis le S4 qui se trouve dans la zone 51. Donc oui, ça existe, la marine noire.
Marc: oui, j'ai eu 23 ans, le mois avant d'être engagée. Donc, après que nous soyons arrivés à cet hôpital, c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. J'ai passé une porte, une infirmière est venue me voir, je lui ai donc donné le nom du capitaine et on m'a emmené dans une pièce, on m'a allongé sur une table qui ressemblait à une table d'IRM. Mais en fait, c'était plus comme le porte-bagages, sur lequel vous mettez vos bagages à l'aéroport. C'était très similaire. Je me suis allongée sur cette table. Ensuite, elle m'a secouée en me disant qu'on ne pouvait pas m'utiliser et que j'avais menti sur des choses, et toutes sortes de choses. Le souvenir d'après était que je me suis réveillée dans un champ qui était en face de la rue des appartements dans lesquels je vivais. Alors j'ai fini par rentrer chez moi. Ma mère vivait là. Elle m'a demandé où j'étais allée. Je ne me souvenais même pas que j'étais allée rencontrer ce recruteur. À ce moment-là, je me disais que je devais arrêter de faire la fête, parce que je suis allée dans ce bar, je me suis réveillée, et j'avais des vêtements différents, un pantalon différent, un t-shirt, et on était en octobre. Je ne savais pas ce qui se passait là-bas. J'y suis retournée dès que j'ai pu, après le travail, et j'ai essayé de trouver ce recruteur. Il était parti, et ils m'ont dit qu'il avait fait une rotation. Michael: c'est là que nous avons en fait deux lignes temporelles qui émergent. Vous avez la ligne temporelle normale, civile. Vous avez juste traversé la vie, vous vous êtes marié, vous avez fondé une famille. Et puis en 2015, vous commencez à vous souvenir de ce qui s'est passé après que vous soyez inscrit et après que vous ayez été recruté. Marc: oui, des cauchemars depuis le jour où cela s'est arrivé. Je me suis habituée et tous ceux qui étaient autour de moi quand je dormais s'habituaient. J'avais des conversations très bruyantes, parfois je criais à l'aide, toutes sortes de choses. Mais ils ont commencé en 1980 immédiatement. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand je me suis allongée sur cette table, c'est à ce moment-là que tout s'est passé. C'est une technologie qui sépare les âmes et qui vous clone aussi. Ils ont obtenu cela des extraterrestres. Dans mon cas, c'était un contrat de 2 ans. Certaines personnes font 5 ans. D'ailleurs, vous avez entendu parler Tony. Lui, il a fait 20 ans. À ce moment-là, quand ils m'ont réveillé, mon temps était déjà écoulé. Et c'est ce qui est déroutant dans cette technologie. J'avais déjà fait mes 2 ans. Ils m'ont rajeuni, ils ont effacé mon esprit et ils m'ont remis en place. Et ça s'est passé aussi vite que ça. Alors j'avais des souvenirs. Je savais que quelque chose était arrivé. Je me suis souvenu de l'entraînement de base. Je me souviens d'avoir été dans le sable avec un t-shirt. Il faisait chaud, à ramper sur le sol. J'en ai parlé à mon père et à quelques autres personnes. C'était une conversation très difficile à avoir avec quelqu'un en 1981. Michael: donc, pour résumer, de 1981 à 2015, vous avez fait des cauchemars et vous viviez normalement. En 2015, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à avoir des souvenirs. Vous avez fait une thérapie QHT, c'est une technique d'hypnose quantique créée par Dolores Cannon, et c'est là que les souvenirs remontent vraiment. Donc, vous vous souvenez qu'en 1981, vous avez traversé ce recrutement de 2 ans, cette période initiale de 2 ans. Mais que s'est-il passé de 1981 à 1983 ? Vous êtes allé à l'hôpital de Camden, l'infirmière vous fait faire des tests. Que s'est-il passé exactement avec la séparation de l'âme ? Marc: comme vous l'avez dit, c'est une ligne temporelle différente. Pour moi, mon moi normal, Marcus, vivant ma vie normale. Mais à ce moment-là, mon souvenir d'après, appelons-le un clone, parce que c'est un clone de moi, qui est dans la marine noire. Donc mon souvenir d'après, c'est d'être assis, en train de me faire raser la tête, puis je suis allée à l'entraînement de base. Il y avait un groupe de 8 d'entre nous. Nous n'étions pas autorisés à nous parler les uns les autres. On nous a mis dans un bus, on nous a emmenés dans un baraquement, et c'est là qu'on est resté.
Ça semblait être dans une autre partie de l'île de Diego Garcia. Mon premier souvenir est de m'être fait raser la tête. Ils nous ont donné des vêtements, on a fait la queue, on est monté dans un bus, on nous a dit de nous asseoir à 3 sièges d'écart pour ne pas se parler. On est arrivé à ce baraquement. Nous sommes sortis et nous avons commencé à nous entraîner. En chemin, j'ai remarqué à une demi-distance, si vous avez déjà vu Diego, c'est comme un fer à cheval. Et je pouvais voir, je ne sais pas si c'était de l'autre côté, mais je pouvais voir une énorme grue de construction dans les airs et bizarrement plus tard, j'ai été contacté par le gars qui a en fait vendu ces grues à la Navy pour ce projet. Il y avait toutes sortes de constructions en cours là-bas. On a fini par rester dans un endroit éloigné pendant 6 semaines et on a juste fait les bases des courses d'obstacles, ce genre de choses. C'est l'aérodrome de Diego Garcia, vous pouvez le voir juste au nord de celui-ci. Je crois que c'est là que nous étions vers Simpson Point. Je pense que c'est là qu'on était dans notre baraquement. Les 5 ou 6 premières semaines, ensuite nous avons déménagé dans le tunnel qui était la base souterraine. C'est comme ça qu'on l'appelait. L'entrée de la base souterraine, je m'en souviens, c'était dans les bâtiments de l'aérodrome. Certains des hangars avaient différents types d'ascenseurs, de monte-charges et d'autres plus petits que les gens utilisaient. Et c'est comme cela qu'on descendait dans le dépotoir. Une fois qu'on a été formés, on nous a classés, évalués. J'étais le numéro 1. On nous a numérotés de 1 à 8. On est descendu dans la décharge et nous étions coincés dans une petite pièce de 10 mètres de long et 2 mètres de large. Il y avait 4 couchettes doubles, de la tête aux pieds sur un seul mur. Et c'est là que nous sommes restés tous les 8. Pas d'étagère. On n'avait pas d'affaires. Michael. Donc, de Camden, New Jersey, vous avez signé les papiers pour être emmené. Et la séparation des âmes a eu lieu à Camden? Marc. Oui, d'après ce que j'ai compris, j'ai vérifié avec plusieurs personnes, c'est une technologie qui divise l'âme. Elle sépare votre âme. Elle vous clone. Et elle met votre clone dans une autre localisation. J'étais en Pennsylvanie et mon clone était à Diego Garcia. Je crois qu'à partir de cette machine, à partir de cette technologie, mon clone est allé directement là-bas parce que je ne me souviens de rien d'autre. Je me souviens seulement que ce clone était à Diego Garcia. Michael. Donc, ce clone, avec votre fragment d'âme, a passé 2 ans à Diego Garcia? Comment ça a marché? Marc. D'après ce que j'ai compris, ils prennent votre clone, disons que ça fait 10 ans que votre clone a traversé 10 ans d'âge. Il régresse et il revient à l'âge où il a été pris. Ils effacent votre esprit de cette expérience et tout est fait. Donc, quand je me suis allongée sur cette table, tout était fait. L'expérience était arrivée, tout était fait. Il m'avait régressé en âge et remis ses souvenirs en moi, le temps que je me lève de la table et qu'elle me réveille. C'est ainsi que je comprends le fonctionnement de la technologie. Michael. Ok. Donc, après 2 ans, le clone est ramené et il est régressé par l'âge. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous? Le vous physique. Et ce clone, je veux dire que vous avez 2 ans. Je veux dire que se passe-t-il en termes de fragments d'âme et de vous dans votre corps d'origine? Marc. Vous êtes censé récupérer ce fragment d'âme quand ça arrive. Donc, vous récupérez le morceau d'âme. Vous récupérez les souvenirs. Mais ils ont utilisé la technologie pour les bloquer. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent ce qu'on appelle une méga-programmation. Il y a généralement une programmation de suicide autour des souvenirs les plus importants pour que si vous commencez à accéder à ces souvenirs, vous deveniez vraiment suicidaire. Et c'est vraiment leur but. Ils espèrent que vous allez vous suicider et ainsi ne pas compliquer les choses.
De mon côté, la plupart du temps, avec cette expérience, et après, dans les 6 mois à 1 an, la personne se suicide. C'est beaucoup à supporter. Vous avez des flashs de vous, à différents endroits, c'est un peu difficile à supporter. Les gens sont morts dans les 6 mois, 1 an, bizarrement. L'abus de drogue est fréquent. Mes 2 années ne se sont pas déroulées sans accroc. C'est pour ça que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'aurais dû retrouver mes 2 ans après 2 ans. J'aurais dû retrouver mes souvenirs. Et ça aurait été tout. Mais mes 2 ans ont été 6 mois à faire. C'était un groupe d'enlèvement et de meurtre. Donc j'ai été immédiatement formée à l'enlèvement et à la mise à mort. Les souvenirs étrangers ont été pris. Je suis allée avec Bill, nous sommes descendus dans des tunnels à Diego. Il y avait là une tonne de gens qui vivaient là-dessous. Il est descendu et m'a exposé à toutes ces choses, tous ces gens là. Et c'est là que beaucoup de gens étaient entraînés. Ils vous mettaient là-dedans avec les gens dans les tunnels. Il y avait des gangs itinérants et d'autres choses. Ils vous mettaient là-bas pour vous entraîner à la survie et aussi pour réaliser votre premier meurtre. C'est pour ça qu'on m'a emmené là-bas. Michael. C'est une image que vous m'avez envoyée de la base de Dulce, mais je crois que vous avez dit que Diego Garcia a aussi une sorte de niveau multiple et on vous emmenait à l'un de ces niveaux. Marc. Oui, je me souviens de Diego. Nous sommes descendus, disons juste, au niveau de la base. Une base militaire souterraine, profonde, en dessous de laquelle on grimpait littéralement dans des trous d'hommes et on descendait dans des égouts. Il y avait différents points d'entrée. Il y avait des égouts et un système de tunnels massifs sous la ville qui était similaire aux tunnels que vous auriez sous n'importe quelle grande ville. Et dans ces tunnels, il y avait des gens qui y vivaient et sur lesquels on expérimentait des drogues de super soldats. Ils les essayaient sur eux. Ces gens étaient enlevés. Ils vivaient en bas dans ces tunnels pendant des années et ils étaient des centaines. Bref, j'ai été emmenée là-bas. J'ai traversé tout ça. Ma première mission est arrivée et c'était une mission d'enlèvement. J'ai été entraînée, emmenée au Tennessee à travers les toiles magiques. On est allé au Tennessee et on m'a montré un gars que j'étais censé enlever dans une marina. Je l'ai enlevé et on est retourné à Diego Garcia. Je n'ai jamais su de quoi il s'agissait ou quoi que ce soit. Il semblait établir une relation de confiance. On me donnait quelque chose à faire, puis il voyait comment vous vous en sortiez et il vous donnait quelque chose de plus important. Après cette mission, j'ai bien fait et j'ai eu un peu de temps libre. Il y avait une taverne à Diego Garcia. C'était une sorte de taverne allemande. J'y ai passé quelques nuits. J'y ai rencontré une femme qui s'est avérée être la fille du commandant. Le commandant était l'Allemand qui était en charge de Diego Garcia. Il était en charge de tout le monde. Bref, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ensuite, j'ai été emmenée par les hommes de son père. C'étaient des Allemands avec des costumes noirs, comme ceux qu'on voit dans une flotte sombre. J'ai été emmenée, interrogée, battue, parce que j'étais avec sa fille, évidemment. Et c'est ainsi que j'ai fait connaissance avec ce commandant. C'est à ce moment-là que je suis arrivée sur son radar, malheureusement. Lors de ma mission suivante, nous sommes allés hors de la planète. On est allé sur un portail qui était hors planète et quand nous sommes revenus, j'ai remarqué un bâtiment qui, je ne sais pas, a piqué ma curiosité quand on revenait en voiturette de golf. Je suis retournée vers ce bâtiment. Je me suis faufilée là-bas, j'ai regardé. C'était encore le commandant avec un reptilien et un vaisseau. Et 2 minutes après, que j'ai regardé fixement à travers la fenêtre, j'ai été appréhendée par derrière.
J'ai été emmenée, interrogée sur la raison de ma présence, pourquoi je regardais, qui j'étais. Il vous interrogeait pour s'assurer qu'il n'avait pas pris la mauvaise personne, que vous étiez une personne différente de ce qu'il pensait. Il s'assurait que vous le remettiez en question. Et ensuite, le reptilien est arrivé et a posé des questions. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré et m'a pris par le cou. Il mesurait environ 2,50 m. Il m'a attrapé par le cou d'une main. Il m'a tenu et il m'a étranglé jusqu'à ce que je m'évanouisse et il m'a jeté au sol. Et quand je me suis réveillée, il a fait cela 3 à 4 fois. Il me torturait. Il a fait des trucs juste par la pensée que ce n'était pas vraiment fait pour moi. Il m'a frappé mentalement, par télépathie. J'ai eu une expérience de moi d'avoir été battue et violée par ce reptile. Donc, ça ne s'est pas vraiment produit, mais c'est arrivé dans mon cerveau. C'est comme si ça m'était arrivé. Je n'ai pas eu la même peur que je pense beaucoup de gens avaient de ce reptilien. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'on m'a dit qu'après mon départ, je devais tuer quelqu'un parce que je devais aller avec ce reptilien. Pour quelque raison que ce soit, ce reptilien me voulait. J'allais aller avec lui. Et il était un trafiquant d'humains. Donc, je suppose que j'allais l'aider à le faire. Ils m'ont dit, soit tu tues quelqu'un avant qu'il ne revienne dans 2 ou 3 semaines, ou tu vas en prison. Et tu finiras par tuer quelqu'un là-bas. La semaine suivante, j'ai essayé de m'échapper. J'ai été attrapé immédiatement et mis en isolement pendant 1 année. J'ai découvert qu'il essayait de faire de moi un exemple, à cause de toutes les autres choses que j'avais faites. Et j'ai essayé de m'échapper. L'Allemand était responsable des tunnels. C'était important pour lui que j'ai essayé de m'échapper. Car ils ont fait de moi un exemple et ils m'ont gardé dans une sorte de petite boîte, 1 mètre de haut, 1 mètre carré pendant 1 année. Ils m'ont donné de la nourriture pour chiens. Vous savez, il y a quelque chose que je pense que nous devrions aborder pour que tout ça ne soit pas si sombre. Je me demandais pourquoi j'avais ces expériences horribles. C'était très traumatisant. Et il y en a tellement. Je sais que vous avez entendu parler de cela avec plusieurs personnes. Je l'ai découvert et on m'a montré que j'avais un accord d'incarnation. J'ai accepté de vivre ces expériences. Le groupe avec lequel j'avais l'accord est capable de regarder à travers moi. Ils peuvent regarder à travers mes yeux. Ils peuvent entendre. Ils peuvent utiliser mes sens. Ils étaient capables de me faire des choses s'ils le voulaient. Mais c'était pour recueillir des informations. Essentiellement une âme espionne. Si vous le faites, au niveau d'incarnation, au niveau de l'âme, vous ne pouvez jamais être torturé. Ils ne peuvent jamais découvrir quoi que ce soit. J'ai accepté tout ça. Et les raisons pour lesquelles j'ai accepté, c'est qu'ils avaient un plan. Le plan était que je sois mis dans une position et que je meure. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis mort. J'ai été envoyé à là où il y a des grilles. C'est laboratoire d'expérimentation à Diego. Ils ont envoyé mon corps là-bas. Ils l'ont révisé. Et pendant ce processus, les grilles pouvaient lire l'histoire de mon âme sur Terre, hors planète pour toujours, et ils peuvent dire ce que vous êtes. Et ils ont découvert que j'étais un autre aspect d'un être semblable à Andromède. Ils ont été vraiment intéressés, alors j'ai été envoyé. Et une fois qu'ils l'ont découvert, j'ai été réanimé. J'ai passé quelques semaines là-bas et ensuite envoyé à Dulce. Michael. Avant de parler de Dulce, revoyons exactement ce qui s'est passé avec les grilles. Vous avez été en isolement pendant 1 année et vous finissez par mourir. Ils vous réaniment. Comment ça marche avec le clone? Avec le fragment d'âme? Je veux dire, est-ce qu'ils obtiennent un autre fragment d'âme et le mettent dedans, ou bien quand vous êtes mort, le fragment d'âme de Marc
Je suppose que le Mark original est toujours là-bas, à Camden, New Jersey. Mark. Oui, exactement. Ce qu'ils ont fait en premier lieu, c'est qu'ils ont pris mon corps. Laissez-moi vous parler d'abord de l'autre expérience qui était assez profonde. Donc, à la fin, avant que je ne meure, j'ai découvert tout ça lors de ma dernière séance de QHT, la méthode d'hypnose de Dolores Cannon que j'ai eue en juin. Juste avant de mourir, j'ai commencé à entendre une voix de femme qui m'a dit qu'il était temps de lâcher prise, qu'il fallait arrêter de se battre et que je pouvais lâcher prise. Et quand j'ai lâché prise, vous savez que j'étais mort, j'étais là, avec elle. Et je pouvais voir que c'était un être félin. Elle m'a tenu dans ses bras et elle m'a montré qui j'étais vraiment. Pas Mark. Elle m'a montré qui j'étais vraiment avant de m'incarner. Elle m'a dit que je ne m'en souviendrais pas. Elle m'a aussi montré que j'allais devoir revenir et que j'avais encore beaucoup de choses à vivre, à expérimenter. C'est à ce moment-là que je suis revenue dans mon corps. Mon corps était allongé, comme si j'étais face contre terre avec des cordes qui sortaient de mon corps dans un liquide. Ça ressemblait à un grand tube en acier inoxydable. Ensuite, je me souviens être revenue dans ce corps. Le gris m'a alors sorti, m'a jeté sur le sol, il a retiré toutes les cordes, et bizarrement, je ne me souvenais de rien à ce moment-là, de cette personne, là-bas. Elle a aussi effacé tous les souvenirs de l'isolement pour que je puisse poursuivre ce que j'étais censé faire, car je ne pouvais pas continuer avec ce souvenir. Alors quand je suis revenue, je ne me souvenais de rien. J'étais plutôt bien. Michael, c'est très intéressant de savoir que vous avez été découvert, que les gris avaient découvert la vérité. Et vous vous rappelez avoir eu cette expérience avec cette femelle féline, que vous étiez en 8e dimension, vous êtes un andromédien, ou l'aspect dimensionnel d'un andromédien, et que vous soyez ici pour accomplir une mission, d'observer ce que c'est pour un humain, de passer à travers cette période de temps et ce que ces programmes font, juste pour recueillir des preuves et des données pour eux. Mark. Et d'après ce que j'ai compris, ces informations ont été transmises parce que, vous savez, il y a le libre arbitre. Vous ne pouvez pas avoir des êtres supérieurs qui viennent et disent aux humains « Regardez ici, il se passe quelque chose ». Mais ils peuvent prendre l'information qu'ils ont obtenue de moi et la faire descendre sur une échelle, ce qui a été fait dans un cas, quand j'ai vu ce reptilien. Ce reptilien a été ensuite attrapé, d'après ce que j'ai compris, 3 semaines plus tard, et ce vaisseau a aussi été capturé. Donc, ils regardaient à travers moi, en temps réel, et agissaient sur leur plus haute dimension d'être supérieur. Et ils peuvent transmettre cette information à des êtres qui sont autorisés à faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Michael. Après avoir été réanimé dans votre temps à Diego Garcia, ce temps-là prend fin. Une chose que vous avez soulignée, et je voulais juste la soulever à nouveau, c'est que vous avez dit que le commandant était un Allemand de la flotte noire allemande. Je veux dire qu'à ce stade, en 1981, nous avons des histoires sur les Allemands qui utilisent Diego Garcia comme lieu de ravitaillement de la flotte noire depuis l'Antarctique. Mark. Oui, je n'avais jamais entendu ça avant, mais c'est exactement ce que j'avais vu là-bas. Ils étaient vraiment en charge. Tout le monde se mettait au garde à vous quand ils étaient là. Michael. Oui, je crois que Tony Rodriguez a dit que c'est ce qui se passait quand il était avec la flotte noire. Il a dit qu'il s'arrêtait souvent à Diego Garcia et il prenait des provisions et des troupes. Parce qu'il était avec une sorte de leur navire marchand, je crois. Il transportait des troupes, de l'équipement, des armes, ainsi de suite. Là où la flotte sombre en avait besoin. Diego Garcia était un point d'arrêt. Il semble donc que Diego Garcia, dans les années 70 et 80, était géré comme une sorte d'installation pour équiper et soutenir secrètement cette flotte allemande. Mark.
Oui, c'est exactement ce que j'ai pu voir. Et il y a aussi la marine noire qui la soutenait. Et la marine américaine était impliquée. Il était difficile de dire où cela commençait et où cela finissait. J'ai des souvenirs de plus tard dans les années où la US Navy était impliquée dans le trafic d'êtres humains. Il y avait beaucoup de trafic. Je me rappelle l'avoir vu se dérouler pendant des années et des années là-bas. Michael, vous avez passé du temps à Diego Garcia, 2 ans, c'est à peu près ça. Et ensuite, vous avez pris un train à suspension magnétique. Marc, oui. J'y suis à environ 1 an et demi à ce moment-là, et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné des vêtements, de la nourriture, pendant quelques semaines avant d'aller à Dulce. J'étais retenue dans cette pièce, et à un moment donné, 2 gars sont arrivés avec des uniformes verts qui ressemblaient à des uniformes de l'armée. Mais ils avaient l'air d'être des Men in Black, vraiment étranges. Ils sont arrivés, ils ne m'ont pas parlé une seule fois. Et là, il y avait eu 2 voyages. J'avais été aux États-Unis avant de Diego. On a pris un maglev, ce fameux train à suspension, pour aller à un endroit. Et là, il y avait beaucoup de militaires. Beaucoup. J'y suis restée environ 2 semaines. Peut-être, en fait, un peu plus de 2 semaines. Vous pouvez voir ici sur la gauche, en descendant au 3e niveau, c'est le train en suspension. C'est exactement par là que je suis arrivée lors de ma dernière session en hypnose quantique. Je suis entrée au 3e niveau qui semblait être principalement composé de bureaux et d'êtres humains. Je suis arrivée à ce niveau et il n'y avait que des militaires, surtout des uniformes verts, des bureaux avec des petits cubicules. Nous sommes allés dans l'ascenseur jusqu'au niveau inférieur. Ils ont ouvert les portes et m'ont poussé. Quand les portes se sont ouvertes, il y avait là un groupe de ces petits gris. C'était des Eta Reticuli, ils faisaient 1,80 m. Il y en avait juste un tas, là. Ils m'ont poussé dehors. Les portes se sont refermées. À ce moment-là, ils m'ont fait léviter en quelque sorte. Je semblais être sur le dos en lévitation. Et ce gris marchant avec moi, ils m'ont emmené. Je crois que c'était une de leurs salles d'expérimentation, comme une table en pierre. Et ils m'ont mis sur cette table, je ne pouvais plus bouger du tout. Dès qu'ils m'ont fait léviter, je ne pouvais plus bouger. Ils ont coupé mes vêtements. Ensuite, un grand gris est venu, il m'a collé un appareil dans le nez, ça ressemblait à un crayon sur une corde. Ils me l'ont enfoncé dans le nez. Puis j'ai été emmenée dans une cage. C'était bizarre. C'était juste une énorme cabane avec des cages et des gens dedans. Elles n'étaient pas empilées les unes sur les autres. Elles étaient sur le sol et tout le monde était nu là-dedans. Ils avaient tous un regard fixe. C'est juste horrible. Je suis restée là un petit moment. Ensuite, ils sont revenus. Ils m'ont encore eu. Cette fois, il y avait un insectoïde blanc. Il semblait être le chef. Il s'est approché de moi, il m'a frappé avec cette chose qui ressemblait à de l'acier ou un morceau de pierre, de marbre. Je crois que c'était un cristal de forme oblongue qui mesurait à peu près 30 cm de long. Il m'a touché en pleine dans le plexus solaire. À ce moment-là, une lumière énorme a illuminé toute la pièce et j'ai compris qu'il prenait la lumière d'Andromède. C'est de ça qu'il s'agissait. Il prenait un échantillon de ma lumière, de cette lumière. Il devait obtenir un consentement. Après que la lumière se soit éteinte, tout le monde a reculé. Il était alors dans ma tête par télépathie me rendant fou jusqu'à ce que je lui donne mon accord. Alors je lui ai dit oui, vas-y. Et il l'a fait la fois suivante. Il n'y a pas eu d'explosion. Il a pris l'échantillon. Vous savez, j'ai eu une douleur intense. Je peux même pas l'expliquer. Michael. Donc, votre séjour à Dulce, c'était vraiment pour vous faire, tester par ces gris et ces insectoïdes, pour extraire un peu de ces trucs de haute dimension. Marc. D'après ce que j'ai découvert, les gris à Diego ont découvert que j'avais cet aspect et qu'ils ne pouvaient pas enlever ma lumière, cette lumière.
Ils n'avaient pas cette technologie. Et je pense que c'était ce qu'essayait de faire l'insectoïde. C'est pourquoi j'ai été emmenée à Dulce. Ils prennent un échantillon de votre corps de lumière. C'est ce qu'ils font. Ce n'est même pas votre âme, c'est votre corps de lumière. Et ils le mettent dans le programme d'hybridation. Ils en font des hybrides. Et ils font différentes choses avec. Michael, est-ce que ça fait partie du processus de fragmentation de l'âme, où ils peuvent extraire la lumière d'un aspect dimensionnel élevé de vous et le mettre ensuite dans un clone? Marc, c'est plus une âme en moins. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la lumière d'Andromède, l'inverse, parce que rien n'est bon pour eux comme ça. Ils doivent prendre cette lumière d'Andromède et l'inverser pour qu'ils puissent l'utiliser d'une manière sombre. Elle n'est pas bonne pour eux en tant que lumière, car elle ne fait que guérir, elle fait de bonnes choses, et ce n'est pas ce qu'ils veulent, alors ils l'inversent. Ils essaient de la synthétiser et d'en faire plus avec. Ils font des choses différentes. Ils peuvent la mettre dans des êtres différents. Ils peuvent la prendre, faire revivre d'autres êtres sombres avec cette lumière et cette énergie. Michael, maintenant vous vous souvenez où vous avez vu beaucoup de gens dans les cages à Dulce en 1981. Une des choses que j'ai faites quand j'ai commencé à m'impliquer dans l'exopolitique, c'était de regarder les gens qui examinaient ou exposaient ce qui se passait à Dulce depuis les années 79. Il y avait un dénonciateur, Thomas Costello, qui était un agent de sécurité à Dulce. Il a parlé des gens qui étaient en cage là-bas et de la façon dont ils étaient traités, maltraités et utilisés pour des expériences. Et il a dit aussi qu'il y avait les gris et les reptiliens qui étaient là, qu'il y avait comme une sorte de guerre civile. Marc, c'était juste sans fin, et je n'oublierai jamais la femme qui était dans une cage à côté de moi. Elle regardait fixement, sans jamais faire de bruit pendant tout ce temps. J'ai eu l'impression qu'elle n'était jamais partie de là. Quand on en a eu fini avec vous, vous étiez descendu probablement aux autres niveaux, et ils vous utilisaient comme une nourriture. Quand j'ai été ramené à la cage, alors qu'ils aient pris ma lumière, sur le chemin du retour dans la cage, j'étais avec ces petits gris, ces états réticulis, et un être est arrivé à ce moment-là et il m'a sauvé. J'ai parlé de cet être dans l'interview que j'ai faite avec Elena, mais j'ai trouvé plus d'informations sur cet être. Il m'a littéralement pris, m'a ramassé. Les gris ne pouvaient plus me toucher après ça. Il m'a emmené je ne sais où. Il m'a emmené dans un endroit. C'est une chose étrange. Beaucoup de choses que j'ai pu comprendre grâce à ces sessions d'hypnose quantique, de la méthode de Dolores Cannon, et aussi avec Peter Maxwell. Peter m'a aidé dans la plupart des cas. Quand j'avais des problèmes pour découvrir une petite information ou me souvenir du nom de quelqu'un ou quelque chose comme ça, j'allais voir Peter pour m'aider à me souvenir. Il y a comme une zone grise autour de tout ce souvenir. Il ne peut pas le voir. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il était un peu comme un ange gardien. Quand je suis retournée à Diego Garcia, on m'a remis en prison. Et je pense qu'il devait rester environ 4 mois avant la fin de mes 2 ans de prison. Mais j'étais en prison avec, je suppose, la population générale, avec d'autres personnes. J'étais en fait dans la cellule avec mon partenaire d'entraînement, numéro 2, qui s'est échappé avec moi et il a été attrapé. On est resté là quelques semaines et on a eu des ennuis, vraiment, une bagarre au couteau. On a eu des problèmes. On a été mis en cellule tout seul, torturé. D'ailleurs, il s'est pendu dans cette cellule. Vous savez, j'étais coincée dans cette cellule avec lui et son cadavre pendant 2 jours avant que quelqu'un ne vienne. À ce moment-là, j'étais partie, devenue fou. Ils sont venus, ils m'ont emmenée sur la Lune où je suis restée dans un hôpital jusqu'à ce que mes 2 ans se soient écoulés. Et ensuite, ils m'ont fait régresser en âge. La majorité d'entre eux étaient des psychopathes. Donc, vous parlez de psychopathes qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Les gens qui ne pouvaient pas contrôler n'écoutaient pas. Et puis, il y avait très peu de gens qui étaient prêts à aller en prison pour ne pas suivre les ordres. La plupart des gens suivaient les ordres et faisaient ce qu'il était censé faire. Michael,
Donc sur la Lune, vous souvenez-vous de la base où vous avez été emmené? Marc. Je me souviens d'un mur vert, c'était une sorte d'hôpital des années 80, rien de spécial. On m'a donné des petites tenues, j'avais un lit de camp et je me promenais. Ils nous ont drogués pendant tout ce temps. Ils font ce qu'on appelle l'entraînement au traumatisme. Vous avez beaucoup de formation au traumatisme. C'est juste de la torture. Ça peut être de la torture par l'eau, des chocs électriques, la privation de sommeil. Quand vous êtes là-dedans pendant 2 mois, vous ne pensez même pas à cette famille. Vous oubliez tout, ça va très vite. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose. Après que je sois ramenée à l'hôpital, je me souviens juste d'un groupe où tous drogués qui se promenaient dans le coin. On m'a approché, mais c'était la seule fois où j'ai entendu mon nom. Il y avait 2 types, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai été régressée en âge. Il y avait un gars qui disait « Pauvre Domizio, il ne se souviendra jamais de ce qui s'est passé. » Je me souviens du gars qui a dit ça aussi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Mais à ce moment-là, ils m'ont régressé en âge. Et c'est là que les choses se gâtent vraiment. Michael. Ok, donc, en gros, le clone est régressé en âge. Vous vous réveillez à l'hôpital de Camden, dans votre marque Dimisio de nouveau. Vous vivez votre vie normale, mais une partie de votre âme, un fragment d'âme, reste dans le clone. Et ce clone est renvoyé à Diego Garcia, où il subit un tas de choses. Marc. Oui. Et je devrais dire que pendant tout ce temps, que je ne me suis jamais senti bien. J'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, mais je ne me suis jamais senti présent à 100%. Il y avait toujours quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose de mal qui se passait ou qui n'allait pas. Michael. C'est quelque chose de significatif, ce retour après 1981, parce qu'une partie de votre âme est en fait siphonnée. Quand vous revenez, ce fragment d'âme ne vous est pas rendu. Alors, le Marc Domizio qui est entré dans cet hôpital et le Marc Domizio qui en est sorti avait évidemment beaucoup de souvenirs traumatisants dont vous aviez commencé à vous rappeler au fil des ans, sous forme de cauchemars. Mais aussi une partie de votre fragment d'âme avait disparu. Marc. C'est vrai. Je n'étais plus jamais le même. Et je n'ai jamais été le même. C'était étrange. Il n'y a probablement que 3 ou 4 personnes que je connais et qui me connaissaient avant cette expérience. Mais je suis une personne différente après 1981. Quand c'est arrivé, je n'étais plus la même personne. Certaines personnes me qualifieraient de bipolaire par moments. C'est une chose difficile, que votre âme a traversé certaines choses traumatisantes. Et ça se reflète dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas de souvenir exact, mais quelque chose se passe dans votre vie. Ça vous affecte. Michael. Je me rappelle avoir interviewé Randy Kramer. Il a dit que quelque chose de similaire s'était produit avec lui, qu'il y avait de multiples clones de lui quand il faisait ses 20 ans et retour. Il a dit qu'ils extrayaient toujours une partie de son âme et la mettaient dans ses clones pour faire différentes choses. Et il a dit que quand le fragment d'âme était extrait du clone, le clone était inutile. Il ne pouvait pas vraiment faire quelque chose, mais avec le fragment d'âme, il était entièrement fonctionnel. Il a dit qu'il pouvait faire ça des centaines de fois et qu'il y avait une sorte de maximum théorique d'1 millier de clones qui pouvaient posséder des fragments d'âme. Il a dit que c'était le maximum de ce qu'il savait. Marc. Je pense que nous connaissons des gens qui ont été beaucoup divisés et qui sont vraiment éloignés. Je connais des personnes qui sont passées par ces programmes et qui ont été beaucoup divisés. Ils ont eu beaucoup plus de clones que moi, plus d'expérience que je vous raconte. J'ai pensé que c'était un peu comme l'exemple de Tony. Je l'ai contacté il y a quelques mois et je lui ai juste demandé comment il savait que son clone avait été détruit. Il a le souvenir qu'il a été détruit de la mort de ce clone. Pour moi, ça n'est pas arrivé.
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené ce clone à Diego et c'est là qu'ils ont commencé à faire des expériences sur moi. Et ils lui ont fait subir des électrochocs et c'est là qu'ils m'ont séparé en un autre. Ils ont fini par m'éparpiller, me mettant une partie de mon esprit et une partie de mon âme et un autre moi sur Mars. Et j'ai toujours celui à Diego Garcia. Michael. Ok. Donc, c'est un peu comme si vous pouviez en fait fragmenter ou diviser un fragment d'âme, déjà résolu dans ce clone de vous qui a été renvoyé à Diego Garcia. Ce fragment d'âme a été divisé encore en deux et un autre. Et cet autre, ce second fragment résolu, était maintenant mis dans un autre clone de vous qui est parti sur Mars. Donc, un de vos clones, avec les fragments d'âme, est resté à Diego Garcia. Je pense que vous avez mentionné qu'il était connu sous le nom de Hans. Et celui qui est parti sur Mars s'appelait Sam, c'est ça? Marc. Oui. Ensuite, nous pourrions probablement parler des clones d'Alter. Parce que je sais que c'est très déroutant. Un clone, c'est juste un clone de vous. Maintenant, si on perd en ce clone et qu'on lui fait subir un entraînement traumatique, des chocs électriques, c'est ce qu'ils ont fait pour Hans. C'était juste des électrochocs, encore, et il m'appelait Hans, se référant toujours à moi comme Hans. Et après, le traitement, après quelques mois, vous savez que ce clone était Hans. Aussi, ils peuvent enlever toutes les émotions. Tout ce que je ne faisais pas bien avant dans les programmes, je ne voulais pas tuer. Ils pouvaient faire tout ça avec mon clone, une fois qu'ils ont fait le traitement de choc. C'est ce qu'on appelle un alter. Ils prennent votre personnalité, ils la modifient et la transforment en ce qu'ils veulent. C'est facilement agressif. Ils découvrent des choses sur votre âme, peut-être une vie antérieure que vous avez eue, et ils en tirent ces choses et les transforment en ce qu'ils veulent. Donc, dans le cas de Hans, c'était juste un assassin. Et il y avait Sam, qui était sur Mars. Michael. Eh bien, je pense que ce que nous devrions faire est de réaliser une autre interview pour approfondir ces deux alters, Sam sur Mars et Hans sur Diego Garcia. Mais ce que vous avez dit jusqu'à présent, votre association avec ce genre d'être à 8 dimensions est vraiment intéressant. Tous ces souvenirs que vous avez de vos propres expériences directes, des fragments d'âme. Vous savez que vous avez passé 2 ans sur Diego Garcia, dans la Lune, et ensuite ces autres fragments d'âme, Hans, à Diego Garcia pour, je suppose, 20 ans de plus, c'est bien ça? Marc. Non. C'est 34 ans. Il y est resté jusqu'en février 2018. Michael. Ok. Donc là, on parle de presque 40 ans avec Hans. Et vous avez dit que Sam est toujours en vie sur Mars. Donc ça fait plus de 40 ans maintenant. Marc. Oui. Sam et Hans ont été fabriqués au début de 84, fin 83. Michael. Donc, lors de notre prochaine conversation, nous entrerons dans les détails de ce que Hans et Sam ont fait dans leur vie respective, mais le message ultime que nous devons obtenir est que vous savez que vous avez commencé à récupérer tous ces souvenirs parce que ce sont vos fragments d'âme et que vous avez commencé à récupérer tous ces souvenirs. Et ça fait partie de ce que l'on appelle une opération d'infiltration ou une opération de collecte de renseignements par cette force andromédienne de la 8e dimension qui recueille toutes ces données sur ce que fait la flotte obscure et la marine noire, ainsi que tous ces groupes, la Kabbale, l'état profond, quel que soit le nom que vous voulez leur donner d'ailleurs. Ce qu'ils font, c'est vraiment le but général, c'est de découvrir ce qu'ils font et avec vous, vous êtes presque un agent double. Marc. Exactement, au niveau de l'âme. Mes lettres de lumière andromédienne, dont je suis un aspect, il y a 2 autres êtres qui sont un aspect de moi. Ils l'ont fait exprès, car ils savaient que ce serait quelque chose qu'ils utiliseraient s'ils découvraient que j'avais l'aspect andromédien et l'être de lumière. Ils m'utiliseraient à travers les programmes et ils obtiendraient plus d'informations
Tout cela fait partie du plan. Les êtres avec lesquels j'ai eu un accord ne sont pas les êtres d'Andromède. C'est un groupe qui est bien plus élevé que ça. Michael. Ok, bien. Vous m'avez envoyé plusieurs images avant l'interview et l'une d'elles concerne le groupe sanguin dont je voulais juste partager cette information. Est-ce une des raisons pour lesquelles ils étaient si intéressés par vous, car vous étiez un groupe sanguin O négatif? Marc. Oui. Je n'ai pas un groupe sanguin négatif. Comme vous pouvez le voir, il est dit qu'il y a eu des descendants même avec un groupe sanguin différent et la chose la plus importante, ce sont les capacités psychiques. Mais je pense que la partie la plus importante est, comme vous pouvez le voir, il est plus facile de les enlever parce que leur champ énergétique est plus facile à changer de densité. C'est une des raisons pour lesquelles les reptiliens me voulaient. Et aussi, si vous lisez en bas de la page, ils ont une aversion pour leur propre sang. Ils me voulaient parce que je ne serais pas de la nourriture, mais je pourrais essentiellement être leur esclave. Ils ne peuvent pas travailler avec des gens qui ont du sang humain parce qu'ils vont vouloir se nourrir de vous. Voici ce qui est écrit sur le document. Le O négatif est spécial. Il a une vibration Anunnaki sans que la protéine D bloque l'élévation de fréquence. Il y a des particularités que vous trouvez dans les groupes sanguins O ou leur progéniture même, si le groupe sanguin est différent, cheveux roux, vertèbres supplémentaires, intelligence supérieure, tension artérielle élevée, sensibilité oculaire à la lumière du soleil, capacité psychique élevée. Ces caractéristiques physiques et psychiques distinctes sont associées à une prédilection pour les enlèvements. Ils sont plus faciles à enlever en raison de la capacité de leur champ énergétique à changer de densité. Le O est une correspondance sanguine génétique pour les espèces reptiliennes, car les Anunnaki qui ont importé le groupe O sur Terra sont une espèce reptiloïde. Et bien qu'ils aient de meilleurs résultats avec la protéine D, le O porte néanmoins des possibilités génétiques servant à créer des races hybrides plus fortes. Le groupe sanguin O est un excellent match compatible pour l'hybridation avec un large éventail d'espèces telles que les reptoïdes et les gris à base de reptiloïdes, mais pour se reproduire avec des terrans. Comme je l'ai dit, vous devez ajouter la protéine D. Et il y a là un fait intéressant que vous voudrez peut-être savoir aussi, parce que les types O sont des races reptoïdes, typiques et extraterrestres reptoïdes, qui ont une aversion pour consommer leur propre sang. Ils n'enlèveront pas ces individus pour se nourrir, mais uniquement pour la traite des esclaves et les programmes de croisement. Michael. Ok, donc cet ancien groupe sanguin était certainement quelque chose qui était important pour vous pour être recruté dans le programme. Vous m'avez d'ailleurs envoyé aussi cette image, Marc. Oui, c'est un insigne que j'ai personnellement rencontré à la conférence spatiale que Jenny a eue. Elle me l'a apporté et m'a montré ce dessin. Ça m'était très familier parce que l'autre dessin que je vous ai envoyé est celui d'un ami. Il l'a dessiné et nous nous souvenons vraiment avoir vu cet insigne sur différentes personnes. En fait, une femme l'avait sur elle. Nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est. Ça pourrait être Solar Warden, je pense, mais on a vu ces patchs sur beaucoup de gens. Et cela m'a vraiment choqué de la voir venir vers moi et me montrer le dessin exact de la même chose. Donc elle a eu la même expérience. Et il y a eu la Croix-Rouge, je peux vous le dire, c'est un groupe négatif. Donc je ne suis pas sûre de ce que cela va s'avérer être, mais c'est peut-être aussi Solar Warden. Michael, d'accord. Bon, je pense qu'on parlera de Solar Warden quand on entrera dans la profondeur, dans les activités et les vies de Hans et Sam, vos alters, vos doubles. Vous avez dit que vous aviez tous les souvenirs de Hans parce que Hans était mort et donc cette âme vous est retournée. Mais ce Sam, l'autre alter, est sur Mars et il est encore actif.
Donc vous n'avez pas encore tous ces souvenirs. Marc, c'est vrai. Je n'avais que des fragments où j'ai certains souvenirs, mais je n'ai pas de souvenirs actuels. Je ne les ai pas avant des mois, plus tard. Michael, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous devons absolument nous revoir dans le futur. Quel mot final vous voulez partager avec le public? Marc, je veux juste dire que ce n'est pas une question de pessimisme et de malheur. C'était une chose soigneusement préparée, soigneusement planifiée pour que quelqu'un puisse expérimenter tout ça. Donc, vous ne devez pas vous sentir mal. Vous ne devez pas vous sentir comme une victime. De ce que j'ai compris, on m'a dit que j'ai insisté sur ce point. Michael, c'est très important que vous ne soyez pas une victime. Je sais que c'était quelque chose quand j'ai parlé à Tony Rodriguez dans notre dernière interview. Cela a eu un impact profond sur lui quand il a réalisé qu'il n'était pas une victime, qu'il avait choisi de jouer ce rôle pour exposer les activités sombres. C'est très valorisant quand on réalise qu'on n'est pas une victime et que l'on a choisi de le faire parce qu'on est vraiment un agent secret. Marc, oui, tout cela a du sens et on peut vivre avec. Michael, je pense que c'est très important. Et j'ai hâte de vous parler de nouveau de Marc et de faire le suivi de tout ce qui s'est passé dans ces opérations de la Flotte Noire, ces opérations de la Marine Noire. Et je pense, Marc, que vous avez beaucoup d'informations à partager. To play this role, to expose the dark activities. So that kind of like is very empowering when you realize that you're not a victim. You chose this because you're really you're a deep cover operative. Yeah, it makes sense then, and you can live with it. Yeah, exactly. I think that's very important. So if people wanted to contact you or find out more about you, where do they go? I just have my email.